Nous avons eu le Qatargate. Nous avons eu la situation en France de Sylvie Goulard, qui percevait une organisation américaine des fonds supérieurs à son traitement de député. Nous savons qu'il y a dans l'Union européenne 37 000 lobbyistes. Nous savons qu'il y a un code de conduite des députés qui n'est pas extraordinairement respecté. En tout cas, ça dépend du volontariat des députés. Nous avons un comité consultatif éthique des députés dont il est acquis qu'il est à peu près inefficace. Nous avons une déclaration d'intérêt facultative. Nous avons le pantouflage de hauts responsables de l'Union européenne. Et de façon générale, nous avons une insouciance éthique sur le plan européen. Donc, le Qatargate a été un choc. Une des vice-présidents du Parlement européen, Madame Metsola, a dit que ça devait être l'occasion de faire avancer les règles en matière d'éthique. Un député européen, Daniel Freund, et d'autres ont voté un texte assez ambitieux qui, pour résumer, visait à instituer sur le plan européen, pour les députés européens et pour les agents publics européens, une institution qui ressemblerait assez à la Haute Autorité de Transparence de la vie publique. Et pourtant, en juin dernier, la Commission présente un document, donc un texte, qui vise, d'après ce que j'ai compris, essentiellement à instituer une entité dont la mission principale serait d'homogénéiser la déontologie dans les institutions européennes, mais sans autre pouvoir, en tout cas sans pouvoir d'investigation, sans pouvoir de sanction. Et c'est un peu étonnant au regard de cette période qu'on vient de vivre. Alors, on a une personne qui est à l'intérieur des institutions qui peut nous expliquer comment en est-on arrivé là. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je veux vous dire mon immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais en profiter pour saluer le travail indispensable que fait au quotidien Anticor. Vous savez, quand on est au sein des institutions, parfois on se sent un petit peu seul à alerter sur un certain nombre de pratiques. Et je dois dire ma fierté quand je vois que d'autres s'en saisissent à l'extérieur. Et j'imagine que le nom Anticor vient pas de là, mais je vais quand même me servir de la métaphore face à l'épidémie, la maladie de corruption et du manque d'éthique en politique. Ben, vous agissez un peu comme un anticorps au sens médical du terme. Et donc, je voudrais vraiment sincèrement saluer tout le travail que vous faites, y compris parfois dans des temps compliqués, y compris quand le gouvernement s'amuse à essayer de retirer votre agrément. Sachez qu'il y a des gens pour qui votre travail a beaucoup d'écho. Et donc, voilà, je veux vous donner un souffle d'optimisme. Je sais pas, parce qu'après, je vais arriver aux pratiques dans les institutions européennes. Mais en tout cas, vous dire que votre travail est indispensable. De l'autre côté de la barrière, il se trouve qu'Eric et moi, on se connaît assez bien parce qu'avant d'être élu au Parlement européen, je travaillais à Oxfam et que pour avoir vu un peu des deux côtés de la barrière et avoir beaucoup travaillé avec Eric, je sais combien ce travail est indispensable et je le mesure d'autant plus maintenant que je suis du côté obscur de la force, je dirais. Mais je pense qu'il faut aller mener la bataille du côté obscur de la force. À la base, vous m'aviez aussi demandé de dire un mot sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale. Je vais peut-être les laisser de côté pour le moment pour pas être trop longue, mais les deux sont liés. Peut-être le mot-clé pour faire le lien entre la question, parce que richesse cachée des nations, c'est la masse financière qui est présente dans les paradis fiscaux européens, notamment à cause des règles d'opacité en matière fiscale et notamment aussi à cause des règles d'opacité dans la prise de décision politique. Et moi, c'est quelque chose que j'avais pas suffisamment mesuré avant en travaillant à Oxfam, avant d'être élu au Parlement européen. C'est là que j'ai vraiment pris conscience, en fait, si je devais résumer en une seule phrase, en un seul mot, en un seul problème, quel est l'enjeu aujourd'hui de la corruption et plus largement des problèmes éthiques dans les institutions européennes, c'est que tout se déroule à huis clos. Absolument tout se déroule à huis clos. Et c'est particulièrement singulier en matière fiscale où vous avez les États européens qui se réunissent autour dans une salle à huis clos
Et évidemment, les paradis fiscaux, les premiers qui font en sorte qu'il n'y ait pas de règles en matière fiscale. Mais rassurez-vous, la France n'est pas en reste. Emmanuel Macron, par exemple, qui a tout fait pour en reprenant la position mot pour mot du MEDEF pour limiter l'ampleur de la transparence en matière fiscale des entreprises multinationales, ce qu'on appelle le reporting pays par pays public, qu'Éric connaît bien parce qu'on s'est pas mal battu là-dessus. Et c'est la France qui profite d'une réunion à huis clos pour reprendre mot pour mot la position du MEDEF. Et si on n'avait pas eu les moyens de le savoir, en réalité, ça n'aurait jamais été public. Mais si je dois faire un peu partir du fil de ces dernières années, voilà, ça fait 4 ans que je suis élue au Parlement européen. L'Union européenne, c'est un peu une sorte de Far West en matière éthique, y compris parce que, j'y reviendrai, il y a très peu de règles et en plus elles sont pas appliquées, il n'y a pas de contrôle indépendant. Et finalement, on a une forme de triptyque entre opacité, conflit d'intérêts et corruption. Alors, j'espère que vous partirez pas de cette salle en vous disant absolument tous les élus sont comme ça, parce qu'il y a des élus qui se battent. Mais je dois dire que c'est pas un des combats prioritaires, y compris de beaucoup de mes collègues au Parlement européen. Et si je regarde un peu dans le rétroviseur, ne serait-ce que depuis 2019, on a eu évidemment le Qatargate qui, pour être honnête, est que la face émergée de l'iceberg. C'est celle qui a été la plus visible, la plus spectaculaire, des valises de billets. Je veux dire, on se croirait dans une série Netflix. Ça devrait nourrir, je pense, la prochaine saison de la série Parlement pour celles et ceux qui l'ont vue. Et moi, je me souviens, pour vous raconter l'anecdote, il se trouve que ça faisait des mois que je me battais pour avoir une résolution sur le Qatar, pour dénoncer les violations des droits humains en lien avec l'organisation de la Coupe du Monde. Plus de 6500 morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Bon, je vous fais pas le pitch, il y avait de quoi dire et de quoi condamner l'attitude du Qatar. Ça faisait 1 an que je me battais pour avoir une résolution, c'est-à-dire un texte diplomatique. Et j'ai fini par l'avoir, je vous passe les détails, un peu en coup de poker, en divisant le groupe socialiste, etc. Et une fois qu'on s'est retrouvés dans cette fameuse salle à huis clos, puisque vous l'avez compris, toutes les décisions se déroulent à huis clos, c'est à ce moment-là que j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Quand certains de mes collègues députés, alors qu'on parlait d'une résolution sur les violations des droits humains, ont parlé du rôle que jouait le Qatar dans l'approvisionnement en gaz pour l'Union européenne, je me suis dit, bon, il y a un sujet. Ça sent le chantage de la part du Qatar. Et puis, remise en cause du nombre de morts, etc., etc. Bon, je vous passe les détails. Et je me souviens être sortie de cette réunion en me disant, mais putain, j'avais l'ambassade du Qatar face à moi en négociation ou j'avais des députés européens. Et le problème, c'est que je suis sortie de là et à part moi qui racontais cette histoire, qui allait me croire? Alors j'ai fait ce que nous, les députés insoumis, on sait faire dans ces cas-là. Je fais une vidéo où j'ai raconté ce qui s'est passé, qui a eu un écho somme toute limité, avec je dois être relativement humble sur le sujet. Et puis le scandale éclate 1 mois plus tard, et puis là il y a des journalistes qui déterrent ma vidéo et qui disent mais vous l'aviez vu venir? Je dis ouais, enfin premièrement j'étais pas Madame Irma, je savais pas que ça impliquait des valises de billets quand même, on va pas se leurrer. J'étais pas lanceuse d'alerte à ce point-là. Par contre, j'ai pu voir les effets directs de l'influence des lobbies au sens large, puisque là c'est un État tiers, sur la décision publique européenne. Et quand je vous dis que le Qatargate, c'est que la face émergée de l'iceberg, parce que c'est la plus impressionnante. Mais en réalité, c'est notre lot quotidien d'avoir de l'influence des lobbies sur les modes de décision. Quand vous avez, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, la Commission européenne qui propose une réautorisation du glyphosate pendant 10 ans, et une soi-disant étude scientifique de l'EFSA, qui est l'agence européenne sur la santé, qui dit que c'est pas nocif, mais dont les études qu'elle a prises en compte sont des études auxquelles ont contribué les entreprises précisément qui produisent, notamment Bayer, Monsanto, le Roundup et le glyphosate, il y a quand même un sujet. Et ça, c'est notre lot quotidien. Et j'y reviendrai après sur l'influence en pratique et la manière dont fonctionnent les lobbies. Bref, Qatargate, on se souvient tous aussi des échanges de SMS entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Pfizer, qui s'est traduit par un doublement du prix de la dose unitaire de vaccin. Puis les nombreux cas de porte tournante, avec notamment une ancienne commissaire, Nelly Kroes, qui est partie chez Uber. Voilà, si c'est pas un conflit d'intérêt. Et j'ai un peu essayé de réfléchir en début de mandat comment donner à voir cela. Parce que
je me suis aperçue qu'y compris chez mes collègues au Parlement européen, il y avait une forme d'habitude et de cynisme. Moi, je me souviens, à chaque fois que je m'étonnais, ça me mettait vraiment la boule au ventre, au sens propre du terme, ça me mettait en colère. Et mes collègues me disaient, mais Manon, ça a toujours fonctionné comme ça. Ça a toujours, et les décisions étaient toujours été opaques, il y a toujours eu ces cas de porte tournante, etc. Donc j'ai fait un truc qui peut vous permettre de servir de base objective, c'est que j'ai démarré un thread Twitter en tout début de mandat, et je liste un à un les cas de porte tournante, de conflit d'intérêts, d'influence de la décision politique, mais j'ai essayé de le raconter de façon objective juste pour les numéroter. J'ai appelé ça liaison dangereuse et je mets l'information de manière brute, sans commentaire. Et j'en suis à 176 cas depuis le début du mandat, donc soit depuis 4 ans. Ça n'a pas vocation à être exhaustif parce que par définition, on n'est pas au courant de tout puisque au cœur de cela, il y a le problème d'opacité. Mais vous le voyez, c'est une maladie qui touche toutes les institutions européennes. C'est vrai pour le Conseil, donc les États membres, la Commission européenne, le Parlement, mais aussi la Banque centrale européenne, les agences européennes. C'est le cas notamment de Frontex, qui est l'agence de contrôle aux frontières, qui est plutôt devenue une agence de forteresse aux frontières. Et tout ça, évidemment, ça a des conséquences concrètes, politiques et démocratiques, quand tout un certain nombre de décisions sont influencées par des organes extérieurs, tels qu'ils soient. Et donc, je vous donnais l'exemple du glyphosate, de la transparence fiscale des multinationales influencées par le MEDEF, etc. Et ce Far West bruxellois, c'est évidemment un terrain de jeu idéal pour les lobbies. Bruxelles, c'est la 2e place au monde où il y a le plus de lobbyistes. Et ils s'y sont pas trompés, parce que c'est vrai que Bruxelles est un lieu de décision politique essentiel. Et comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, avec un contrôle démocratique plus restreint, c'est encore plus pratique. À Bruxelles, vous avez plus de 12 000 entités qui sont enregistrées comme des lobbies. Pour vous donner une idée, ça donne un ratio de 52 lobbyistes par député. Moi, j'ai une équipe qui travaille avec moi et encore, je suis présidente de groupe de 7 personnes. Donc, j'ai une équipe plus large que la moyenne des députés. Imaginez, c'est comme s'il y avait 52 personnes, rien que pour moi, 52 lobbyistes qui m'attendaient à la sortie de ma porte. Et je dis littéralement qui m'attendaient puisque les lobbyistes ont un petit badge. Alors certes, il est d'une autre couleur, mais ils peuvent circuler librement dans le Parlement, venir toquer à nos portes. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'ambassade du Qatar, pour ne citer que. Parmi ces lobbyistes, vous avez évidemment l'industrie numérique et les GAFAM qui sont extrêmement puissants, les industries du tabac, les industries des pesticides. Je parlais tout à l'heure de Bayer Monsanto, je vais y arriver. Et à les 50, juste pour vous donner une idée, les 50 entreprises les plus dépensières, ça fait 120 millions d'euros par an de budget annuel de lobbying, ce qui est colossal. Je vous passe sur le type de technique qui est utilisé. Parmi mes préférés, c'était Eurogas qui avait proposé en échange de rendez-vous avec des députés un don de 50 € à UNICEF. En termes de cynisme, on fait pas pire. Imaginez, hein, nous députés, on reçoit un email qui nous propose un rendez-vous et si on accepte le rendez-vous, Eurogas donne 50 € à UNICEF. Je vous passe sur les bénéfices qu'ils peuvent retirer de rencontres avec des députés et de lois en faveur du gaz qui sont publiées. Et la difficulté qu'on a, c'est à la fois leurs moyens et leur présence, mais c'est aussi leur intégration directe dans les prises de décision européennes. Je me souviens par exemple de BlackRock qui a été choisi par la Commission européenne pour une mission d'étude d'application de critères financiers dont ils allaient bénéficier eux-mêmes. Je peux citer aussi la task force sur l'énergie au niveau européen qui inclut directement les PDG de Shell, BP, Total, Eni, etc. pour ne citer que. Copa-Cogeca, qui est le principal lobby de l'agro-industrie, qui est aussi intégré aux réunions de Conseil des ministres, donc tous les ministres de l'agriculture au niveau européen, et qui participe à l'élaboration de la politique agricole commune. Et puis, je vous ai cité l'exemple sur le glyphosate et les entreprises qui produisent des pesticides, qui fournissent les études qui servent à avoir l'avis officiel de la part de l'agence européenne. Donc, le premier problème auquel on fait face, c'est la force, la puissance des lobbies, les moyens qu'ils ont. Quand on a 52 lobbyistes en moyenne par député, oui, le rapport de force, il est évident, il est inégal.
il est inégal et de ce point de vue-là, c'est une atteinte au fonctionnement de la démocratie puisque les lobbyistes profitent de l'opacité des modes de décision européens pour influencer la décision publique. Deuxième problème auquel on fait face, c'est le pantouflage et les portes tournantes. Il y a eu de nombreux cas, je citais Nelly Cross à Uber, on se souvient aussi de l'ancien commissaire Barroso à Goldman Sachs, pour ne citer que. Et on voit à quel point il y a une liberté totale, y compris pour les députés européens. Alors, les lobbyistes ont inventé encore mieux que les rendez-vous avec les députés européens, ils ont inventé les députés lobbyistes. Et du coup, on a un certain nombre de députés qui travaillent en parallèle, parce que vous comprenez, un salaire de député européen, ça ne suffit pas à vivre. Oui, c'est sûr, face à une inflation qui explose. Pardon, et je le dis avec toute transparence, hein, le salaire d'un député européen, c'est 7 000 € par mois. Alors, nous, on est des députés de gauche, on renverse une partie de notre salaire. Mais moi, on m'avait toujours expliqué qu'on payait bien les élus justement pour pas qu'ils soient corrompus. Alors, pourquoi ils vont travailler en parallèle pour des entreprises? À la fin, c'est quoi la conséquence? C'est qu'ils rendent pas des comptes. C'est qu'ils rendent des comptes non pas aux électeurs qui les ont élus, mais aux entreprises qui les rémunèrent directement. Et je peux vous citer par exemple le cas d'une députée allemande sur un dossier sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Angelika Niebler, sur le devoir de vigilance des multinationales, c'est-à-dire la responsabilité des entreprises multinationales dans leur chaîne d'approvisionnement. C'est une députée qu'on n'avait jamais vue dans toutes les négos, ni d'Ève ni d'Adam. Elle arrive sur la dernière ligne droite, le moment où on dépose des amendements pour la session plénière. Et elle dépose une tonne d'amendements qui sont des copier-coller de l'industrie allemande. Je suis allée regarder sa déclaration d'intérêt. Forcément, ça m'a mis la puce à l'oreille. Devinez quoi? Elle bossait pour 2 entreprises. Déjà, moi, je sais pas elle, mais moi, dans mes 24 heures, j'arrive pas à faire tout ce que je veux faire dans mon mandat de député. Donc déjà, je ne sais pas comment, en théorie, elle trouve le temps de travailler pour des entreprises. Mais il est évident que elle est au service de ces entreprises pour la décision politique. Et elle gagnait jusqu'à 10 000 € par mois pour travailler pour 2 entreprises qui étaient directement mises en cause dans des cas de violation des droits de l'homme. Donc, je vous fais le portrait. On a une députée qui est censée légiférer sur la régulation des entreprises en matière de violation des droits de l'homme, qui travaille pour des entreprises, qui est rémunérée par des entreprises pour précisément essayer de limiter l'impact de ces régulations pour des entreprises qui sont mises en cause. Et puis, le dernier problème, c'est évidemment la culture de l'opacité que je mentionnais, avec l'ensemble des décisions qui se déroulent à huis clos. Et pardon, c'était mon 3e problème. Et 4e et dernier problème, la question de l'autocontrôle, parce qu'on est quand même dans un paradoxe, c'est-à-dire que le peu de règles, et je vais ensuite terminer là-dessus, le peu de règles qui existent ne sont absolument pas mises en œuvre, et il y a jamais aucune sanction qui est prise, mais c'est parce que c'est la présidente de la commission qui surveille du respect des règles de la commission, c'est la présidente du Parlement qui surveille du respect des règles du Parlement, et le Conseil laisse les États membres surveiller leurs fonctionnaires. Autant demander à Bayer Monsanto de mettre en œuvre la régulation contre les pesticides et ce sera exactement la même chose. C'est typiquement un conflit d'intérêts. Donc en fait, c'est tout le paradoxe. On met le doigt sur des conflits d'intérêts, sur de l'opacité, et on essaie de le régler avec des règles qui alimentent les conflits d'intérêts et l'opacité. C'est pas avec l'opacité qu'on va régler l'opacité, etc. Et c'est là où le scandale du Qatargate intervient. C'est une onde de choc sans précédent dans les institutions européennes. C'est le plus gros scandale de corruption qu'on n'a jamais vu. Et moi, je me souviens, c'était au mois de décembre, les députés défilaient dans l'hémicycle, la main sur le cœur, plus rien ne se passera jamais comme avant. Évidemment, nos règles doivent être changées. Bref, on va faire le ménage de la cave au grenier. Bon, là déjà, c'est mal barré parce que on a été le seul groupe qui s'est battu pour avoir une résolution à ce moment-là, parce que moi je les tenais, je me suis dit putain, mais tous les trucs dont on se bat depuis des mois, il y a un scandale, on va le faire écrire noir sur blanc. Donc on l'a fait écrire noir sur blanc. Une première résolution au mois de décembre, une deuxième au mois de février, dans laquelle on met on réussit à obtenir tout ce pourquoi je me battais depuis le début de mon mandat. Toute la question des portes tournantes, d'un délai de carence minimum de 2 ans entre la fin du mandat et un nouvel emploi qui pourrait représenter un conflit d'intérêts, une transparence sur les amendements qui sont déposés, l'obligation de renseigner l'ensemble des rendez-vous qui ont été faits. Tout ça, ma lettre au Père Noël passe. Évidemment,
il y avait encore l'onde de choc du scandale. À ce moment-là, c'est une résolution. Donc les résolutions au Parlement européen, elles sont déclaratives. Il reste à les modifier dans le règlement intérieur du Parlement européen. Et c'est là où le bât blesse, et désolé de le dire, y compris Daniel Freund, mon collègue écolo, qui souvent a abandonné la bataille par volonté de faire un compromis, et lui-même qui n'a pas respecté les engagements qui ont été pris par notre propre Parlement. Et je veux insister là-dessus parce que pour moi, il y a une forme de paradoxe à prétendre sauver la démocratie en, première chose, en ne respectant pas les propres engagements que nous avons votés. La première résolution, on l'a votée à l'unanimité, moins 3 voix. Combien de textes on vote à la quasi-unanimité au Parlement européen? Quasiment aucun. Et dedans, il y avait toutes ces solutions que je vous mentionnais et qui, depuis, ont largement été reléguées aux calendes grecques. Je vous passe le détail sur le fait que la présidente du Parlement européen prend un engagement, un plan en 14 points qui ne reprend même pas un tiers des engagements qui ont été votés au Parlement européen dans nos résolutions, etc. Mais pour vous dire et terminer là-dessus, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on a atterri. Au final, première chose et premier engagement, tu l'as mentionné Eric, sur l'autorité éthique indépendante. Je rappelle que c'était un engagement d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en tout début de mandat. Ça faisait partie des rares trucs qu'on avait arrachés au moment où Ursula von der Leyen a été élue, sans nos voix, mais a été élue présidente de la Commission européenne. Une année après l'autre, toutes les excuses ont été bonnes, la crise du Covid, la guerre en Ukraine, etc., comme si des éléments exogènes vous empêchaient de parler de questions éthiques. Je crois que la crise du Covid a démontré par ailleurs la nécessité de la transparence et de règles éthiques. Et ça a été relégué au calendrier grec. Au final, la Commission a fini par faire une proposition, honnêtement, qui est une vaste blague, et j'ai envie de dire presque un foutage de gueule. C'est un espèce de club de lecture, on va discuter ensemble de règles, mais qui est une autorité éthique indépendante, sans véritablement règles éthiques refondées, sans indépendance et sans sanction possible. Donc voilà, si demain vous savez que vous pouvez passer au feu rouge sans avoir la moindre amende, je dis pas que vous allez tous le faire dans cette salle parce que vous êtes respectueux de la loi de manière chevronnée, mais bon, on va pas se cacher. S'il y a plus de sanctions possibles, si vous ne respectez pas le feu rouge, il y a un certain nombre de personnes qui vont ne pas respecter les feux rouges. Et j'ai envie de dire, c'est bien pour ça qu'on a des sanctions, qu'on a un système judiciaire, d'excellents juges en France, d'excellents avocats. Voilà, ça fait partie des règles. Bah non, en matière éthique, au Parlement européen, vous faites des règles, à minima, mais si vous passez au feu rouge, c'est pas très grave. Donc ça, c'est sur l'autorité éthique. Ensuite, un combat que moi, j'ai vraiment essayé de mener et qu'on a perdu à pas beaucoup de voix, c'est la question de l'interdiction des rémunérations annexes. C'est pour ça que je vous citais l'exemple de ma Angelika Niebler, là, mais il y en a plein d'autres. Je crois que c'est à peu près de mémoire un tiers des députés européens qui ont des rémunérations annexes. Je vous le disais déjà, c'est inconcevable d'un point de vue financier, mais c'est surtout inconcevable d'un point de vue démocratique que les députés rendent des comptes à toute autre personne que ceux qui les ont élus, c'est-à-dire les peuples de leur pays. Et là-dessus, on a bien vu que derrière les engagements qui ont été pris, ça a été assez rapidement, sauf qui peut, pour essayer de ne pas le défendre. Pareil sur la période de carence, où finalement on a eu une période de carence de 6 mois, c'est-à-dire 6 mois entre la fin du mandat et la prise de poste, mais dans les 6 premiers mois d'un mandat, il se passe rien, donc autant dire que ça sert à rien. Et on a un standard encore plus faible que celui de la Commission européenne, qui est de 2 ans, même s'il n'a pas toujours été respecté. On a obtenu quelques petites choses quand même à la marge, comme l'amélioration de la transparence sur les revenus, mais seulement à plus de 5 000 € par an, donc ça fait quand même une petite somme, et une déclaration de patrimoine en début et en fin de mandat, pour savoir dans quelle mesure on s'est potentiellement enrichi en début et en fin de mandat. Mais on garde encore aujourd'hui un registre des lobbies qui n'est pas obligatoire et surtout qui n'est pas renforcé en termes de moyens. Il y a l'équivalent de 2,5 personnes en termes de RH pour 705 députés. Je vous laisse faire le calcul pour voir à quel point en la matière c'est suffisant pour contrôler l'application des règles auprès des députés européens. Bref, tout ça pour vous dire que
et finalement c'est peut-être le dernier parallèle avec la lutte contre l'évasion fiscale. J'ai le sentiment qu'on a une prise de conscience généralisée, que le Qatargate y a aidé, mais comme souvent on s'arrête au milieu du gué. On donne l'impression qu'on agit, c'est exactement ce qui s'est passé dans la lutte contre l'évasion fiscale, mais les évadés fiscaux et les corrompus courent plus vite devant, et nous on est à marche assez faible derrière. Et donc l'écart continue de grandir entre les corrompus et ceux qui les poursuivent, entre les évadés fiscaux et ceux qui les poursuivent. Et les lobbies ont certainement encore de beaux jours devant eux, au vu de la force avec laquelle une grande partie des promesses qui ont été faites après le Qatargate ont été enterrées. Mais vous pouvez compter sur moi, sur nous. Je ne suis pas seule, heureusement, pour mener cette bataille au Parlement européen, pour continuer à lancer l'alerte et à raconter tout ce qui se passe dans ces réunions opaques, parce que je pense que c'est un devoir démocratique. Et peut-être que ça fait partie des choses que vous pouvez demander aux députés européens, la lumière des élections européennes qui vont venir. Engagez-vous à raconter tout ce qui se passe dans ces réunions à huis clos où se décide l'avenir des Européens, où se négocie l'ensemble des textes. Moi, c'est un engagement que je signe dès demain, de mes deux mains et dès demain, le jour de demain, avec grand plaisir. Je ne suis pas certaine que l'ensemble des députés européens soient d'accord avec cela, parce que ça voudrait dire mettre à jour une grande partie des magouilles qui se déroulent. Et puis, je ne suis pas sûre aussi que l'autorité éthique indépendante proposée par la Commission européenne, même à minima, voit le jour d'ici les élections européennes, et ça fera partie des combats prioritaires qu'on va porter dans cette campagne pour faire en sorte que, une bonne fois pour toutes, l'éthique prime sur le fric, et je pense que ça nous fera du bien à tous. Merci. Alors, nous connaissons l'architecture des institutions européennes, c'est un peu complexe, mais quand même, quand au mois de janvier, cette affaire surgit, il y a des résolutions qui sont adoptées, puis il y a aussi à côté la Commission et le Conseil. Alors, puis il y a un trilogue ensuite pour dialoguer entre les institutions. Donc, où est-ce que les choses ont vraiment posé problème? Parce que quand même, on arrive 6 mois après les grandes résolutions à un démantèlement de 80% de ce qui était jugé indispensable au mois de janvier. Je réponds du tac au tac? Oui, bien sûr. Clairement, la réalité, c'est que personne ne voulait de ces réformes. Ni la Commission, qui depuis le début a été forcée d'annoncer une autorité éthique indépendante et n'en voulait pas, ni le Conseil, qui est la pire boîte noire au sein des institutions européennes, ce qui permet à Macron de tenir une position publiquement à Paris et de faire autre chose à Bruxelles. Et ça, c'est monnaie courante. Le dernier en date, c'était la semaine dernière, sur la définition du viol, dans un texte de lutte contre les violences faites aux femmes, où la France de Macron essaie de détricoter la définition du viol. Quand même, c'est pas rien. Du côté du Parlement européen aussi. C'est vraiment ce qu'on m'a dit dès le début de mon mandat. Mais Manon, pourquoi tu t'attaques à ça? Ça a toujours été comme ça. Et c'est pour ça que, y compris, je le dis en toute humilité et en toute transparence avec vous, peut-être que moi-même, en ces 4 ans de mandat, j'avais fini par m'y habituer. Et c'est le Qatargate qui m'a vraiment fait prendre conscience, et notamment l'épisode que je vous racontais sur le Qatar, où j'ai vécu de moi-même l'influence du Qatar sur les décisions publiques européennes, où je me suis dit, en fait, le fond du fond, j'avais la conviction que les positions qu'avaient tenues les autres députés européens en face de moi ne l'auraient jamais tenues publiquement. Ne l'auraient jamais tenue si c'était filmé, comme dans les débats à l'Assemblée nationale, y compris en commission, c'est filmé. Ne l'auraient jamais tenue devant des journalistes, parce qu'évidemment, leurs propos étaient vraiment, fondamentalement scandaleux. Et vous voyez, les corrompus, je pense que c'est un peu comme les vampires. Ils détestent la lumière. Et donc notre rôle, c'est de braquer les projecteurs sur ces types de pratiques-là, mais ça suppose de bousculer des vieilles habitudes. Bien avant moi-même que je naisse, ces pratiques qui ont trop longtemps eu droit de cité dans les institutions européennes, loin des yeux, loin du cœur, et il s'agit qu'on s'intéresse davantage, et c'est là aussi où des associations comme les vôtres sont utiles, pour s'intéresser davantage à ce qu'il se passe dans les institutions européennes, pour demander des comptes aux députés européens et pour obtenir des réponses. Et moi, je vous encourage à le faire, parce que on peut avoir, y compris vous pouvez avoir ici dans cette salle, des désaccords avec ce que je défends, mais je l'assumerai toujours publiquement.
Et je ne ferai pas ces petits accords entre amis de couloir. On l'a vu encore cette semaine. Là, on a un commissaire pour le climat qui vient d'être nommé, qui a bossé pour Shell et McKinsey. Et ça a été validé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un accord de couloir entre le PPE et les socialistes, parce que ce sont les grands groupes qui gèrent le Parlement européen. Et tout ça, au final, est complètement dépolitisé. Parce qu'il y a cette culture vraiment de l'accord de couloir qui, je pense, très nocive dans les institutions européennes. Alors, nous retenons le test du vampire qui permet de mettre à la lumière des mauvaises pratiques et de la manière dont Nosferatu se dissout lorsque le soleil l'atteint. Les mauvaises pratiques pourraient se dissoudre si elles étaient connues. Juste pour 5 minutes, j'ai le sentiment que la richesse potentielle qui pourrait être prélevée au niveau européen est une richesse considérable. Il y a eu une pétition européenne pour un impôt sur les très grandes fortunes, au-dessus de 50 millions d'euros. Il y a eu une résolution sur la taxation des transactions financières, qui en réalité n'atteint que 1% des transactions financières, mais qui rapporte 3 milliards d'euros, mais qui pourrait rapporter beaucoup plus si on avait été un peu plus ambitieux. Donc en réalité, ça aussi, ça bloque. On voit que les intérêts sont différents, mais est-ce que vous pouvez nous dire où ça bloque particulièrement lorsque on fait ce type de proposition? On a plusieurs difficultés. De nouveau, la volonté politique. On n'a aujourd'hui aucun État qui mène cette bataille du côté du Conseil et donc des États membres. Et on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'en matière fiscale, l'Union européenne doit décider à l'unanimité. Donc, le but d'un impôt sur la fortune au niveau européen est notamment pour taper au portefeuille les évadés fiscaux qui se servent des paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne. Mais la difficulté, c'est que pour réussir à agir contre l'évasion fiscale, il faut avoir l'accord de ceux qui en bénéficient le plus, à savoir des paradis fiscaux européens, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, pour ne citer que. Donc évidemment, vous n'allez pas demander à un âne qui n'a pas soif de boire ou je ne sais quoi, quelle autre métaphore louche je vais encore vous faire. Mais ça vous explique aujourd'hui le cœur de la difficulté qu'on a pour avancer en matière fiscale. Et c'est pour ça que moi, je plaide pour le modèle des coopérations renforcées. On a besoin aujourd'hui, face à la course à la concurrence fiscale qui se déroule au niveau européen, où les États, les uns après les autres, baissent leur fiscalité pour être compétitifs sur la scène européenne, de renverser cette tendance et notamment de faire ce que nous, on a appelé un impôt universel, c'est-à-dire qu'on calcule l'impôt réel que doivent payer les entreprises en fonction de leur activité réelle dans chaque pays, leur nombre d'employés, leurs bénéfices, leur volume de chiffre d'affaires, etc. Et que non seulement nous pourrions le faire de manière unilatérale, mais nous pourrions le faire avec un groupe d'États qui seraient motivés à le faire. Ça peut au début être 2, 3, 4 États pour tuer cette règle de l'unanimité et enclencher une dynamique qui serait bien différente et qui, je crois, pourrait cesser cette course à la concurrence fiscale qui est mortifère, parce que la conséquence de cela, à la fin, c'est que c'est vous et moi, nous tous, qui en payons la note, puisqu'on va augmenter des impôts injustes, beaucoup plus faciles à prélever, comme la TVA, qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années, alors que l'impôt sur les sociétés a été divisé par 2 en France comme dans l'Union européenne depuis les années 80, parce que quand vous faites vos courses, quand vous achetez vos pâtes, votre riz, etc., c'est beaucoup plus facile de prélever de la TVA plutôt que sur Bernard Arnault, pour ne citer que lui, un cas un peu caricatural, qui est le roi de l'évasion fiscale. Et donc, pour cela, ça suppose qu'il y ait au moins un État qui montre le chemin, et donc ça suppose qu'il y ait au moins un État avec un gouvernement de gauche progressiste dans l'Union européenne. J'ai envie de dire que c'est pas gagné en ce moment, et c'est plutôt l'extrême droite qui a le vent en poupe. Et c'est là où je pense que la France a une responsabilité aussi toute particulière à jouer, également parce que c'est la deuxième économie européenne. Donc quand la France initie en matière économique un certain nombre de législations ou engage des coopérations renforcées, ça a évidemment beaucoup plus de poids et de capacité d'entraînement vis-à-vis des autres États européens. Donc je dois comprendre qu'il n'y a même pas un État qui essaye de donner corps à cette idée de construire une coopération renforcée, ce qui signifie l'alliance de 9 États pour faire avancer le sujet. Aucun, 0. Voilà, j'aimerais te dire plus, mais je te mentirais. Et comme je me suis promis de ne pas mentir, je ne le fais pas. Merci. Donc, il est 15h23. Nous avons encore Manon Aubry avec nous pour 7 minutes.
ce qui est l'occasion de poser des questions. Donc, on va les prendre en rafale comme la dernière fois. Je vais les noter, rassurez-vous. Alors, nos personnes qui tendent les micros. Voilà, première question. Bonjour Madame la députée et merci pour votre intervention qui était tout aussi intéressante que choquante malheureusement. Et si on la met en parallèle avec celle qu'on a vue juste avant, moi je me pose une question et du coup je vous pose la question, c'est pourquoi finalement la lutte contre la corruption, c'est pas en tout cas, le premier objectif ou la première chose que les partis devraient mettre en avant dans ces élections européennes. Et là je pense à la NUPES bien évidemment parce que vous en faites partie, mais également à tous les autres partis, que ce soit Renaissance ou les LR. Voilà, merci. Deuxième question. Merci Maxence, parce que cette question aussi, j'aurais bien voulu la poser. Une autre question, donc, une autre question sur les stratégies d'influence des pays étrangers sur justement le Parlement européen ou les autres institutions européennes. Donc, on a beaucoup parlé du Qatar. L'actualité récente dans le Caucase nous aide à nous remémorer aussi la pratique du régime d'Azerbaïdjan. Quels sont les États qui ont les stratégies les plus offensives au point de basculer vers des pratiques de corruption dans leur soft power ou pratiques d'influence? Et y a-t-il des États au sein de l'Union européenne qui eux-mêmes se livrent à ce type d'exercice de stratégie d'influence proche de la corruption? Merci. Merci. Encore une question. Bonjour, j'ai eu l'occasion la semaine dernière d'aller voir la projection de débat à l'Assemblée nationale de la Grande Évasion à l'invitation de Jean-François Coulombe et de sa collègue Madame Leduc. Est-ce qu'il serait possible de le projeter aussi à Bruxelles, ou en tout cas au Parlement, un petit peu pour éveiller les consciences, mais surtout pour inviter les citoyens à un débat eux-mêmes au sein de l'institution, et en discutant avec Théa Goat, donc, qui a fait ce film, qui se plaignait justement de n'avoir pas trouvé en France de télévision prête à financer leur film. Lorsque j'ai posé la question de savoir est-ce qu'il n'était pas possible d'approcher Arte, on m'a répondu mais pas du tout, parce qu'Arte est une chaîne européenne et qu'il sentait que dans ce film l'Union européenne était attaquée, ce qui n'est pas le cas du tout, hein. Et du coup je voulais juste vous poser la question, puisqu'il y a des lobbies malfaisants, disons, il peut y avoir aussi des lobbies bienfaisants. Est-ce qu'il y a possibilité justement du côté de l'Union européenne de faciliter le financement de ce genre de films qui informent et qui éclairent les citoyens européens? Et donc, une quatrième et peut-être dernière question. Comment articuler les jeux, nous, ici, vraiment, pour avoir participé activement à révéler une corruption importante à Grenoble, comment peut-on passer du jeu, moi-je, au nous, c'est-à-dire à l'action collective? Tout à l'heure, Manon Aubry a dit « J'ai fait une liste des portes tournantes ». Comment se fait-il que ça ne soit pas collectivement, et je le dis d'autant plus que tout ce qui vient d'être dit montre qu'une action est tout à fait possible, mais comment passer du moi-je au nous, et même au nous institutionnel, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne soit pas simplement le groupe ou un petit groupe, mais institutionnellement, cette liste est obligatoire. Alors, il y a une première question, c'est peut-être pas évident à répondre, mais pourquoi la lutte contre la corruption n'est pas la priorité de tous? Alors, je vais vous répondre dans l'ordre. Sur la lutte contre la corruption, ce qui fera la transition après avec le genou, c'est une évidence, doit être une des priorités. La difficulté qu'on a eue à imposer cet agenda politique au niveau européen, je veux dire pré-Qatargate et même post-Qatargate, puisque maintenant que le soufflet est retombé, on a énormément de difficultés, démontre que ce n'est absolument pas une priorité politique, parce que ça supposerait de modifier des vieilles pratiques. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce qu'on m'a dit moi, pour la petite anecdote. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais Manon, ça s'est toujours fait comme ça, pourquoi en gros tu nous emmerdes à vouloir changer ?» Ce sont des gens de gauche, de mon camp politique. Je pense que
et je l'ai dit en toute humilité aussi, moi-même, en étant dans les institutions, j'ai mis 4 ans à me dire, mais en fait, le cœur du problème, c'est on sort tout ça de l'opacité, on le met dans le public, ça doit être ça, en fait, la demande numéro 1. Mais j'ai mis 4 ans à le formuler de cette manière-là, en étant broyé dans cette machine. Et donc, je pense qu'il y a une difficulté parce que ça suppose une remise en question fondamentale de la manière dont fonctionnent nos institutions, et singulièrement à l'échelon européen. Et moi, je l'assume de le faire. Mais quand je le fais, on va me dire que je suis une anti-européenne. Perso, moi, je pense que c'est eux qui détruisent l'idée d'Europe en faisant ça. Parce qu'ils éloignent les citoyens européens des centres de décision européennes, et je pense qu'ils défoncent. Enfin, là, on va aller faire campagne pour les élections européennes. Les gens, ils n'ont pas entendu parler d'Europe pendant 4 ans, si ce n'est le Qatargate. Donc, ils vont nous dire, vous êtes tous corrompus. Moi, avec, hein. Ils vont me dire ça. Donc, moi, je vais beau avoir bataillé. Mais non, je me suis battue pour des mesures et tout. Qu'est-ce qu'ils vont me croire? Comment je leur prouve tout ça? Et donc, on a une difficulté à changer des habitudes qui sont trop ancrées. Et puis, après, on a des désaccords politiques profonds avec la droite, d'une élite politique qui ne veut pas de rendre des comptes à des grands publics, au grand public, qui ne voit absolument pas le problème d'avoir l'influence des lobbies. Et moi, je leur ai toujours dit, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter le secteur privé. Quand vous faites des régulations qui ont une influence sur la manière dont fonctionnent des entreprises, il est évident qu'il faut entendre et écouter, y compris les chefs d'entreprise. Mais vous le faites dans le cadre d'auditions organisées, publiques, filmées, chacun défend ses positions, et vous êtes un homme et une femme politique, et vous décidez en fonction de ça. Et je vais avoir des désaccords avec mon camarade de droite, mais pardon, on le fait dans ce cadre-là. Pas avec le lobbyiste qui me promet 50 € en échange d'un rendez-vous avec lui pour UNICEF, pour ne prendre que cet exemple. Et en réalité, c'est beaucoup plus du soft power. Ce qui me fait le lien avec la question des États, je ne sais plus qui l'a posé, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que ça, c'est un truc que je n'avais pas mesuré aussi. Quand je travaillais à Oxfam, forcément, je croisais le fer plutôt avec les lobbies des grandes multinationales. Et là, c'est vraiment les lobbies des États. Et c'est des moyens démesurés, quoi. L'ambassade de Russie a été parmi les plus actives. On comprend pourquoi au vu du contexte. On l'explique pas, hein. J'ai dit, on comprend pourquoi. Parce que, au passage, j'étais la seule à dénoncer les cadeaux que faisait l'ambassade russe. Et donc, je l'ai dénoncé publiquement et j'ai eu droit à tous les trolls qui m'ont dit « Ah, vous voyez, la France insoumise, elle est pro-russe ». Bah non, justement, je suis la seule à dénoncer. Bon, bref, je mets ça de côté. Mais les moyens qu'utilisent les États sont colossaux. C'est vrai pour la Russie, c'est vrai pour l'Azerbaïdjan, c'est vrai pour le Maroc. C'est vrai pour tous les États qui sont en train de signer des accords de libre-échange. Donc, en ce moment, c'est la Nouvelle-Zélande parce qu'en novembre, on va signer un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et c'est un soft power qui est démesuré. Et moi, je suis pour qu'on applique toutes les règles éthiques également aux États tiers, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils influencent la décision politique. Sur le film La Grande Évasion, c'est un film qui est formidable. 1000 fois d'accord, je l'ai vu plein de fois, j'ai essayé d'en faire la promotion. C'est un film d'utilité publique, si d'ailleurs vous avez l'occasion de le faire diffuser à certains endroits. Moi j'ai fait plein de confs débats sur ce film, donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez en faire, c'est toujours bien pour créer du débat, mais le fait qu'ils aient galéré à le financer est en effet symptomatique du manque de volonté pour agir contre l'évasion fiscale, y compris de la part des grands médias qui considèrent que le sujet est réglé et que de toute façon il n'y a pas besoin de faire un film dessus. J'y vais à la truelle parce que sinon je vais devoir courir pour aller choper mon train. Et le dernier, pour la fin, comment on passe du jeu au nous, bah grâce à vous, grâce à des associations comme les vôtres. Je vais pas vous cacher, hein. Moi, au Parlement européen, j'ai l'impression de faire un peu du jeu parce que j'ai du mal à faire du nous. Même au sein de mon groupe, c'est filmé, ça vous transmis. Ok. Disons que c'est une bataille au quotidien, y compris, voilà, moi je suis très fière. Notre groupe, on a adopté des règles éthiques, mais ça n'a pas été une évidence pour tout le monde. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc nous, on a des règles éthiques 1000 fois plus strictes qui existent au Parlement européen. Y compris refus de se faire payer des voyages, etc. D'ailleurs, c'est une façon de répondre à ta question sur comment les États influencent. Ils payent des voyages à tour de bras. Allez hop, va passer 15 jours en Azerbaïdjan ou en Russie, machin. Je crois que c'est Laure Lavalette, une députée RN maintenant à l'Assemblée nationale, qui est partie en Russie juste au moment du référendum pour prolonger Poutine d'un je sais plus combienième mandat et changer la Constitution. Bref, on passe du jeu au nous quand il y a une mobilisation de la société civile. Quand il y a une prise en main de notre destin de manière collective. Et chacun dans son rôle.
Je vous demande pas d'être des militants de la France Insoumise. Certains le sont peut-être, mais je vous le demande pas. On a besoin d'un cadre institutionnel, d'association, qui donne à voir ces sujets, qui le porte chacun à sa façon. Moi, je me sers énormément des travaux d'Anticor, et vous avez besoin de politiques qui se battent pour changer les règles. Et je le dis d'autant plus que, comme j'ai un pied dedans, un pied dehors, moi-même, je viens du milieu associatif, j'ai moi-même beaucoup hésité à m'engager en politique. Parfois, je me dis que c'est un monde de fous, c'est un monde de pourris, c'est un monde de tout ça. Et en même temps, est-ce que vous avez trouvé d'autres moyens de changer la vie des gens? Non, absolument pas. Donc, il faut assainir ce milieu pour faire en sorte qu'ensuite, on puisse adopter des lois pour le bien-être collectif. Et puis, voilà, quand on parle de mobilisation collective, c'est chacun dans son rôle, le milieu associatif, le milieu syndical aussi. Je suppose qu'il y a des syndicalistes dans la salle. Le syndicat de la magistrature, que Eric connaît bien, qui a fait plein de choses extraordinaires aussi sur ces sujets. Et c'est en avançant dans cette direction, y compris contre les contre-offensives. D'ailleurs, CF, par exemple, pour retirer l'agrément d'Anticor, et c'est parce qu'on pousse tous dans la même direction que, à la fin, on va pouvoir gagner. En tout cas, si vous m'avez en face de vous, c'est que j'y crois encore que c'est possible de changer les choses. Ça va supposer un bon nombre de coups de pied dans la fourmilière, je ne vais pas vous cacher. Mais en tout cas, j'en ai encore l'envie, la détermination de me dire voilà, qu'ensemble, on va pouvoir changer ces pratiques-là et mettre un gros coup de projecteur sur ces vampires qui ont peur de ça, mais je pense qu'on va y arriver. Merci beaucoup et désolé de devoir courir pour mon train. Merci beaucoup. 15h34, nous devons libérer Manon Aubry. Merci encore pour cette franchise et cette description très critique des institutions.